autour de l'Europe à la croisée des chemins, qui est engagée donc dans une transformation profonde de ses architectures de sécurité et de défense, et ce, à l'aube d'une ère nouvelle, et redessinant son rôle géopolitique dans le monde. Alors nous l'avons largement évoqué hier dans la première journée, les grandes transitions que nous vivons aujourd'hui influencent les futurs scénarios stratégiques. De nouveaux champs de conflictualité, je pense à la cyber ou à l'information, se développent fortement, et donc la fonction influence conforte l'importance du renseignement, des domaines que les États doivent désormais inclure dans leur stratégie narrative, qu'il s'agisse d'États démocratiques ou autoritaires. Et alors, pour en parler, je vais laisser la parole à Maude Kessar, la directrice du domaine Europe, Espace Transatlantique, Russie, à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. C'est à vous. Madame, je vous remercie de me céder la parole et je vais d'abord vous rappeler tout le plaisir que j'ai ce matin de bonne heure, donc pour commencer cette deuxième journée de ce beau forum, à modérer ce panel sur cette question, la compétition des récits stratégiques des États autoritaires ou démocratiques, vue à l'aune d'analyse de stratégies narratives et discursives. Alors j'ai d'autant plus de plaisir à modérer ce panel que sa particularité ce matin, c'est que c'était un panel qui était exclusivement composé de chercheurs de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire que nous représentons, Paul Charon, Maxime Audinet et moi-même, et de l'IFRI représenté par Amélie Ferré ce matin. Et c'est d'autant plus peut-être particulier et singulier et à noter qu'aujourd'hui, le travail de terrain sur ces enjeux, à savoir les luttes informationnelles et les ingérences étrangères en particulier, c'est un travail qui reste menacé pour les chercheurs dans les régimes autoritaires et aussi parfois dans les sociétés démocratiques ouvertes. Et je tenais à le rappeler puisque c'est une des dimensions des problématiques posées par ces luttes informationnelles. Alors, avant de présenter mes trois éminents collègues, je vous rappellerai un petit peu certains enjeux avec un prisme qui est le mien, c'est-à-dire d'un chercheur qui est spécialiste des États-Unis et des stratégies informationnelles des États démocratiques, alors que certains de mes collègues ici travaillent sur des États autoritaires, la Russie et la Chine en particulier, pour les deux premiers intervenants. Alors, la particularité finalement du moment que nous vivons, il est marqué sans doute par l'ère numérique et la redéfinition finalement de ce qu'on peut appeler la puissance et les leviers de la puissance dans l'ordre international. Et il ne vous aura pas échappé que cette notion s'étend bien au-delà des capacités militaires et économiques traditionnelles. Les espaces informationnels et cybernétiques, ça a été rappelé dans le propos introductif, ont maintenant émergé comme des arènes critiques où les puissances démocratiques et autoritaires tentent de réaffirmer leur influence globale. Ces domaines étaient autrefois en marge des préoccupations sécuritaires et diplomatiques, et ils sont aujourd'hui au cœur des nouvelles compétitions de puissance. D'où l'intérêt d'une table ronde comme la nôtre ce matin. Et on comprend que l'émergence de l'espace informationnel en particulier, comme domaine critique d'expression de la puissance, est l'un des développements les plus marquants sans doute de l'ère contemporaine. C'est ce que l'on dit surtout quand on est amoureux de ces objets d'étude. Et cela se caractérise par une ère contemporaine qui est caractérisée par la multiplication des crises et des niveaux de crise. La crise du Covid-19 qui a porté une attention particulière sur ces luttes informationnelles et sur ces compétitions des récits, les conflits politiques et les guerres obligatoirement en Ukraine et au Proche-Orient aujourd'hui. Pour certains États démocratiques en particulier, pour les États-Unis en particulier, qui ont fait de l'information un des piliers de leur puissance, la maîtrise de cet espace est devenue un enjeu stratégique majeur qui reflète une transition de la géopolitique traditionnelle vers des formes de pouvoir moins tangibles, mais tout aussi significatives. Donc on a pu le voir en ce qui concerne nos grands alliés et partenaires américains. Les administrations Trump et Biden ont refait de la puissance informationnelle
un levier. Ils ont développé de nouvelles capacités technologiques, mais aussi ils ont renouvelé l'utilisation de l'information comme instrument de politique étrangère. Donc, dans ces espaces dématérialisés, la souveraineté et l'influence ne se mesurent pas en kilomètres carrés ou en ressources naturelles. Elles se mesurent en terabits de données, en réseaux de communication, en capacité de cryptage, en outils de cyberdéfense et d'offensive. La guerre de l'information, quand on parle de conflits ouverts, la désinformation, les opérations psychologiques, la surveillance de masse et les cyberattaques participent au nouveau visage de la puissance étatique. Et les administrations démocrates aux États-Unis, les gouvernements démocratiques comme autoritaires ont compris que dans un monde interconnecté, cette puissance devait aussi s'exprimer par la capacité à influencer, à façonner et à diriger les récits sur le territoire national comme à l'échelle internationale. Des efforts considérables ont été développés par les démocraties en particulier pour essayer de tenter de trouver des réponses à ces phénomènes, que ce soit à l'échelle nationale ou au sein des organisations multilatérales. Donc, l'espace informationnel est devenu un champ stratégique essentiel, un champ dans lequel les États démocratiques sont particulièrement mis à mal. J'ai parlé de la puissance américaine qui rentre en compétition directe dans ces espaces avec ses compétiteurs stratégiques, en particulier russes et chinois, mais pas seulement. Donc on est dans un ordre international en pleine révolution copernicienne, en plein bouleversement qui est fragmenté, et qui est fragmenté aussi dans ces espaces informationnels. Et puis, par effet de brouillage, et j'utilise ce terme à dessein puisqu'on parle du brouillage de la guerre, et quand on parle de guerre de l'information, on parle souvent aussi de brouillage. Dans ce brouillage, s'invitent aussi d'autres acteurs, des acteurs endogènes qui participent à ces luttes informationnelles et qui participent aussi, finalement, au choix des acteurs hostiles d'utiliser les espaces numériques, les nouveaux ces écosystèmes de propagande comme des leviers d'influence. Donc face à cette réalité, les démocraties, la démocratie américaine en particulier, se retrouvent assiégées par des compétiteurs stratégiques, donc, et également par des ennemis intérieurs qui menacent leur stabilité et leur sécurité, et je dirais aussi leurs alliances. Pour donc discuter plus en détail de ces questions, nous avons fait le choix pour cette table ronde, non pas de rappeler finalement un état des menaces qui est aujourd'hui assez bien documenté et qui inquiète les décideurs politiques, mais plutôt de mettre l'accent sur les modus operandi et le contenu des récits de ces acteurs qui utilisent en fait ce que d'aucuns ont pu appeler la guerre des récits. Alors, j'évoquais dans ce propos introductif les États-Unis, et je pense qu'on ne peut pas évoquer ces enjeux sans évoquer le concurrent historique en matière de guerre des récits, qu'est la Russie pour les États-Unis. Et c'est pour ça que nous commencerons sans doute par Maxime Audinet. Mais avant, je vais vous dire un mot des trois collègues qui vont donc vous permettre d'aller plus en détail dans ces problématiques. Alors, tout d'abord, Maxime Audinet, vous êtes donc, Maxime, chercheur stratégie d'influence à l'IRSEM, vous êtes spécialiste de la Russie, vous êtes titulaire d'un doctorat en études slaves de l'Université Paris-Nanterre, et vos recherches portent particulièrement sur les médias d'État russes, les stratégies d'influence russes en Europe, mais aussi en Afrique subsaharienne. Et Maxime, vous êtes l'auteur d'un livre remarqué, Un média d'influence d'État, enquête sur la chaîne russe RT aux éditions de l'INA, et une édition augmentée vient de sortir. Ensuite, donc, tout de suite à côté de vous, à votre gauche, Paul Charon, donc mon estimé collègue, qui est à l'initiative de cette table ronde et que je remercie d'avoir initié, d'avoir permis ce débat ce matin. Paul Charon, vous nous parlerez des stratégies d'influence informationnelle des médias chinois, une de vos spécialités, puisque vous êtes directeur de recherche à l'IRSEM
directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence. Vous êtes spécialiste des stratégies d'influence chinoises et vous avez une actualité très riche en termes de publications, puisque vous venez de publier 2 ouvrages de référence, un qui concerne les mondes du renseignement, approches, acteurs et enjeux aux presses universitaires de France, et le second ouvrage que vous avez rédigé avec Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer s'intitule « Les opérations d'influence chinoise à un moment machiavélien » aux éditions de l'Équateur. Ensuite, une autre ancienne collègue de l'IRSEM qui est aujourd'hui à l'IFRI et qui est Amélie Ferré, chercheuse au sein du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense LRD, Amélie, et vous publiez souvent sur les thèmes suivants: l'éthique et le droit de la guerre, sur le conflit israélo-palestinien, sur la légitimation de la force armée, et vous allez publier un ouvrage très intéressant au printemps qui s'intitule « Les mots armes de guerre » et ce sera aux éditions du Robert, et vous nous parlerez donc forcément de la guerre des récits entre Israël et le Hamas depuis les événements du 7 octobre. Donc j'évoquais ces compétitions stratégiques qui passent aussi par les compétitions des récits, en disant qu'il y a des acteurs qui sont quand même historiquement représentatifs de ces compétitions de récits stratégiques. Mes collègues américains se plaisent à me rappeler parfois que si on n'avait pas eu Staline et son grand appareil informationnel pendant la période soviétique, peut-être qu'en réaction, on n'aurait pas eu aussi un appareil de réponse aussi bien doté aux États-Unis. Et ce collègue s'appelle Nicholas Scull. Il est responsable à l'University of Southern California de tout ce qui concerne la diplomatie publique et l'étude sur le temps long des phénomènes de lutte informationnelle. Donc, ce qui m'amène à donner la parole tout de suite à notre premier intervenant, Maxime Audinet, qui va nous permettre de revenir sur le récit russe contemporain. Et vous avez voulu donner donc comme thématique, Maxime, un accent sur une Russie anti-néocoloniale, actualisation à destination du Sud global. Maxime, je vous cède la parole pour 10 minutes. Ce sera le cas pour chacun des intervenants, pour permettre un débat riche et nourri avec l'ensemble de l'assistance qui est ici ce matin. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Maude. Alors oui, merci à toutes et tous d'être venus nous écouter. Je vais parler effectivement d'une recherche que je suis en train de mener actuellement sur la dimension précisément narrative de l'influence russe, qui est mon objet d'étude, en me concentrant justement sur un récit dont on parle beaucoup en ce moment, et en faisant une sorte d'anatomie de ce récit stratégique, qui est justement cette réactualisation du récit anticolonial en Russie contemporaine. Alors juste quelques mots peut-être sur la question des récits et la manière dont cette question a été pensée et articulée avec celle de l'influence, et notamment aussi avec celle du soft power. Et là, je vous renvoie aux travaux de 3 chercheurs, donc Alistair Miskimon, Laura Rosel et Ben Ololin, qui ont développé un cadre conceptuel qui aujourd'hui, je parle plus lentement, excusez-moi, est sans doute le plus cité. C'est même le plus cité lorsqu'on parle justement de récits dans le cadre de la politique étrangère et de l'influence. Et donc, ces travaux en fait visent tout simplement à compléter la dimension narrative de l'influence, et ils sont définis comme, je cite, ils ont pour but de, je cite, créer un consensus autour de significations communes, c'est-à-dire que les récits vont diffuser des représentations déterminées du monde, des événements qui visent à attirer l'attention l'attention de votre cible sur les atouts du locuteur et sur les défauts de ses adversaires. Il y a 3 types de récits qui sont développés, chacun à une échelle différente. En fait, moi, je vais me concentrer essentiellement sur les 2 premiers, ce que les auteurs appellent les récits qui portent sur le système international, c'est-à-dire qui décrivent la manière dont le monde se structure et fonctionne. On peut penser par exemple dans le cadre du récit russe à tout ce discours sur le monde multipolaire, sur ce que la Russie appelle l'Occident collectif, pour qualifier cette entité
je dirais presque artificielle en fait et univoque que serait l'Occident dominé par les États-Unis. Vous avez aussi les récits nationaux qui renvoient justement à la manière dont un pays va se décrire, va décrire son histoire, ses valeurs, mais également va décrire les autres. Et c'est dans ce cadre-là justement que je vais parler de ce récit anticolonial. J'en profite pour dire aussi, parce que je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet, qu'on plaide, nous, même si parfois on plaide un peu dans le vide, pour l'usage plutôt de la notion en français de récit plutôt que de narratif. Alors pas seulement parce que narratif est un anglicisme et en français est plutôt un adjectif, mais c'est aussi parce que on a une littérature francophone absolument considérable sur les récits, justement, on peut même remonter assez loin, qui est certainement tout à fait pertinente en fait pour penser ce phénomène. Je ne vais pas m'étendre parce que mes collègues y reviendront sans doute. Alors, maintenant, pour passer donc au sujet du récit anticolonial, si l'on observe en fait attentivement le débat politique russe de ces 2 dernières années, on voit très bien qu'au-delà de la rhétorique belliqueuse qui est liée à la guerre en Ukraine et qui est elle-même très porteuse de récits, on pense notamment à la question de la dénazification, de la démilitarisation de l'Ukraine qui est utilisée comme un moyen par les élites russes de justifier leur agression, eh bien on observe aussi la résurgence très nette en fait du champ lexical du colonialisme dans le débat public et dans le discours officiel. Et donc moi je me demande pourquoi, bien entendu, mais aussi comment ça se passe et par qui c'est diffusé. Alors je vais commencer par le premier concerné, Vladimir Poutine, où lorsque vous observez le discours poutinien, on voit vraiment une inflation très claire de ce champ lexical depuis février 2022. Là, j'ai travaillé sur un corpus textuel de 7000 discours, en fait, qui sont l'ensemble en fait, des interventions de Vladimir Poutine prononcées depuis le début de sa présidence. J'ai comparé avec un autre champ lexical que j'ai mis en contrepoint, qui est celui que vous connaissez sans doute, des valeurs conservatrices, des valeurs traditionnelles, comme on dit en russe, qui est aussi un champ lexical important. Et en l'occurrence, vous pouvez voir sur ce graphique que... oui, alors mais du coup, je vais prendre peut-être 12 minutes, parce que si je parle lentement, ça sera un petit peu plus... c'est que, en fait, vous pouvez voir que Poutine a employé 3 fois plus de termes qui sont liés au champ lexical du colonialisme depuis 2 ans, qu'il n'en a employé durant tout le reste de sa présidence de 2000 à 2022, avec depuis 2 ans plus de 100 occurrences liées à cette notion. Lorsqu'on rentre un petit peu dans le détail, on voit qu'il y a essentiellement 2 dimensions qui se dégagent. La première, donc là je vous ai mis des citations un peu lourdes, mais c'est pour vous donner un exemple assez concret. En fait, il y a 2 dimensions. Il y en a une qui consiste à reformuler en fait la critique occidentale autour de ce récit anticolonial, c'est-à-dire que l'idée est de dire que l'Occident cherche à maintenir un système néocolonial pour maintenir sa domination et empêcher l'émergence d'un monde multipolaire constitué de pôles souverains ou d'États souverains. Et ça, c'est vraiment un nouveau récit parce que la critique anti-occidentale, en fait, elle était notamment de l'interventionnisme occidental, elle était auparavant organisée autour d'autres types de récits, vous voyez, comme par exemple le monde unipolaire, la critique du néoconservatisme, qui sont voilà, d'autres notions. Et puis on a une autre dimension, qui est justement, là, cette fois-ci, une volonté très claire d'afficher une continuité historique entre la posture anticoloniale soviétique et la posture souverainiste et anticoloniale russe contemporaine. Et même, Poutine utilise cette notion d'avant-garde de la Russie, justement, dans ce monde multipolaire. C'est notamment un récit qui a été... clairement manifesté au moment du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg et plus largement la question des relations russo-africaines est clairement au cœur, sur laquelle d'ailleurs j'ai beaucoup travaillé, et aussi au cœur de la résurgence de ce récit. Donc là, je vous ai donné par exemple la couverture qui en a été faite par Sputnik.
Alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'au-delà du discours poutinien, cette notion, elle est désormais reflétée aussi dans les doctrines russes. Et je pense notamment à la dernière doctrine de politique étrangère de 2023, qui, là encore, donne une place beaucoup plus importante, d'ailleurs, à l'Afrique, parallèlement à cette expansion de la présence russe sur le continent. Et dans l'un des articles consacrés à l'Afrique, il est écrit justement que la Russie, je cite, est solidaire avec les États africains dans leur aspiration à établir un monde multipolaire plus équitable et à éliminer l'inégalité sociale et économique qui se renforce à cause de la politique néocoloniale ingénieuse, c'est écrit ici, de certains États occidentaux. C'est également un discours qui est mis à l'agenda parlementaire dans le cadre de la Russie. Donc là, par exemple, je vous ai mis le cas de cette conférence parlementaire Russie-Afrique qui a été organisée en mars 2023 à Moscou. La principale table ronde s'appelait « Néocolonialisme occidental, comment éviter que l'histoire ne se répète ?» en présence notamment de personnalités africaines bien connues et notamment tous les militants et les influenceurs néo-panafricanistes que l'on connaît bien, comme Kémy Séba et Nathalie Yamb qui étaient présents. Et puis vous avez aussi, plus récemment, en février 2024, donc il y a quelques jours, ça s'est d'ailleurs passé le jour de la mort d'Alexei, même de l'assassinat d'Alexei Navalny, l'organisation par le Parti Russie Unie et regardez l'intitulé intéressant, du Forum international des partisans de la lutte contre les pratiques contemporaines du néocolonialisme, en présence notamment du président centrafricain Touadéra, qui était invité et dont on sait très bien les liens étroits avec le groupe Wagner en République centrafricaine. Donc c'est mis aussi à l'agenda parlementaire. C'est également très poussé par ce qu'on appelle la diplomatie numérique de la Russie, c'est-à-dire en fait la manière dont les diplomates, les ambassades, les ministères communiquent avec des audiences à l'étranger. Et là, je vous ai mis le compte de l'ambassade de Russie en Afrique du Sud, qui est un compte extrêmement intéressant, qui a 160 000 abonnés, ce qui est assez considérable pour un compte d'ambassade, et qui pousse énormément aussi ce récit, en le comparant notamment, vous voyez peut-être ici, avec les révolutions de couleurs, qui est un thème bien connu justement aussi de la critique anti-occidentale en Russie. Maintenant, je voudrais un petit peu détailler sur les acteurs que nous étudions avec certains collègues. Là, je vais être assez rapide parce que c'est une analyse lexicométrique un petit peu poussée, mais on étudie ce qu'on appelle, nous, les acteurs de l'influence informationnelle de la Russie. Et là, je commence par ce qu'on appelle la galaxie Prigojine, qui sont les acteurs liés à Prigojine et qui en fait sont des acteurs précurseurs dans le domaine de cette production d'un récit anticolonial. En fait, ils le font eux bien avant l'invasion de l'Ukraine, dès le moment où Wagner va s'implanter dans plusieurs pays africains. Et c'est utilisé justement pour justifier leur présence dans l'espace informationnel africain et pour critiquer aussi évidemment la présence française. Donc là, je vous ai mis des exemples de films, une affiche qui avait été publiée par Prigojine où il compare Assimi Goïta, le président malien, justement au Che Guevara africain, qui était une notion utilisée pour parler de Thomas Sankara au Burkina Faso. C'est aussi un récit qui était présent sur Yafan, qui était le média de Prigojine. Et on le voit aussi par l'analyse lexicométrique, donc le type d'analyse qu'on mobilise pour étudier ce type de phénomène. Et là, je vous ai mis le cas de Lengo Songo, qui est cette radio centrafricaine installée à Bangui, entièrement financée par le groupe Wagner. Et vous pouvez voir dans ce cluster lexical consacré à la France que la France est associée notamment à ces notions néocoloniales. Alors, je vais passer... Donc là, je vais passer maintenant aux médias d'État transnationaux RT et Sputnik, qui aussi sont des acteurs majeurs de l'influence informationnelle de la Russie. Là, je vous ai mis quelques exemples
notamment à travers à droite cette campagne qui, justement, pour vous montrer que ça ne touche pas que l'Afrique. Cette campagne, c'est une campagne de publicité récente qui a été diffusée dans plusieurs villes indiennes, où vous avez voilà, ce discours qui très, très anticolonial, qui consiste à dire que l'Inde serait perçue comme un pays du tiers-monde. Vous avez aussi cette photo que j'ai trouvée intéressante dans les rues de Calcutta, qui diffuse ce message relativiste. Mais là encore, si vous regardez une analyse que j'ai faite sur RT, vous pouvez voir que là encore, et ça montre d'ailleurs que RT est un média d'État extrêmement réactif au discours officiel russe, on peut voir qu'on a une percée très claire aussi de cette notion, de ce champ lexical du colonialisme à l'antenne des médias d'État transnationaux. Là, j'ai comparé avec d'autres médias internationaux, notamment Al Jazeera et la BBC, et vous pouvez voir que juste après l'invasion de l'Ukraine, on a une percée très nette de l'usage de ce type de notion à l'antenne de ces médias. Et on observe le même phénomène également chez Sputnik, notamment Sputnik Afrique, qui est la nouvelle branche francophone de Sputnik qui cherche à s'étendre en Afrique subsaharienne. Et je vais donc conclure, s'il me reste une minute. Pour dire que justement, on voit très bien que cette actualisation du récit internationaliste soviétique qui s'ajustait justement à la question de la lutte anti-impérialiste et au soutien au mouvement de décolonisation, il devient de plus en plus structurant dans le discours russe contemporain, et il renvoie justement à cette idée de signification commune que je mentionnais au début à travers les récits stratégiques. Puis précisément parce qu'on est dans un récit qui comment dire, est co-créé avec d'autres acteurs non russes. C'est un discours qui est très présent évidemment au sein des sociétés africaines, qui a ses propres mouvements idéologiques. Donc on observe des phénomènes de convergence idéologique, par exemple entre les néo-panafricanistes et les souverainistes, ou en tout cas le souverainisme russe. Il y a vraiment une tentative de convergence qui s'articule autour de ce récit anti-colonial. On a d'ailleurs d'autres notions intéressantes qui apparaissent dans le discours russe, et je vous renvoie aux travaux de mon collègue Maxime Danielou, qui s'est intéressé par exemple à cette notion russe de majorité globale, donc Mirov et Balchinstvo, qui est une notion qui justement cherche, au-delà de cette notion de sud global qui est souvent utilisée, en fait elle cherche à associer la Russie au sud global et avoir cette espèce d'entité qui serait opposée à ce que les Russes appellent aussi l'Occident collectif. Et deuxième aspect, on voit également que là encore, on a un renouvellement de la critique de l'Occident collectif et de l'interventionnisme occidental dans le contexte également de la guerre en Ukraine. Et à ce titre, je vous renvoie à l'article de ma collègue de l'IRSEM, Céline Maranger, qui vient de publier un article sur ce sujet, où elle parle d'une forme d'inversion accusatoire de la Russie, alors précisément que la Russie mène une guerre de type néo-impérial, certains disent même néocolonial, dans le cadre de l'Ukraine, avec finalement une sorte d'argument, comme on dit, whataboutiste, qui vise précisément en ce moment, dans l'espace informationnel et narratif, à renvoyer l'Occident à ses propres tares, à son propre interventionnisme, à ses propres défauts, à travers ce récit anticolonial, pour affaiblir tout simplement la légitimité de son soutien à l'Ukraine. Et je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup Maxime Audinet. Maxime, vous avez brillamment rappelé comment les discours de la Russie s'attaquent directement à l'Occident dans les arènes internationales, mais ce n'est pas le seul acteur qui s'attaque aux puissances occidentales. Et les stratégies informationnelles sont marquées par des phénomènes d'emprunt sur lesquels nous travaillons souvent, des phénomènes d'emprunt qui peuvent circuler des États-Unis à la Russie et de la Russie à la Chine, qui ces 10 dernières années s'est particulièrement invité dans ces compétitions des récits stratégiques, et pas simplement à l'échelle internationale ou dans les arènes internationales, mais aussi au sein des territoires nationaux, en pratiquant ce que l'on appelle des ingérences informationnelles ciblées, plus ou moins sophistiquées, et à des moments temporels ou intéressants, comme ceux, par exemple, d'élections électorales. Nous sommes en 2024. Paul, je crois que vous avez une analyse plus détaillée à nous fournir sur ces stratégies particulières de la Chine. Merci.
Merci Maud et bonjour à tous. En effet, alors, je m'intéresse au phénomène d'emprunt, mais aussi d'innovation des acteurs de l'influence informationnelle chinoise, cette fois-ci. Acteurs, opérations qui peuvent être clandestines, qui le sont souvent, et j'ai beaucoup travaillé sur cette dimension-là également, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'acteurs qui sont des acteurs ouverts, qui relèvent de la diplomatie publique, pour essayer de voir comment ils tentent d'influencer, notamment, alors, disons, une opinion publique mondiale et en particulier anglophone. Alors bien sûr, c'est un champ extrêmement large. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la capacité d'innovation dans les formes discursives utilisées par un média en particulier, qui est CGTN, donc qui est le principal média télé, enfin c'est le seul média télé tourné vers l'étranger dans l'appareil médiatique chinois. Alors, CGTN a été créé, enfin, l'origine de CGTN remonte à 2008 en fait. C'est au moment des Jeux Olympiques. Le pouvoir chinois a constaté qu'il était incapable d'imposer un discours, une interprétation méliorative, positive, si vous voulez, des événements en Chine, du fait de l'exploitation par les ennemis de la Chine, des gouvernements ou des groupements, Falun Gong, les Tibétains, les Ouïghours, etc., qui exploitaient les médias internationaux pour faire entendre leur voix. Donc, du point de vue des dirigeants chinois, 2008 est un échec, et ça conduit à un très grand projet pour instaurer un nouvel ordre mondial médiatique qui va prendre la forme de la promotion de 5 médias au rang de CNN et Al Jazeera, qui sont les 2 modèles utilisés, mis en avant par la Chine. Donc ces 5 médias sont CCTV, donc la télé dont est issue CGTN, Xinhua, donc l'agence de presse, le China Daily, Radio Chine International, et le Global Times, qui est aussi un quotidien très, très nationaliste. Donc l'idée, c'est non seulement de recouvrir les voix dissidentes, mais aussi de mieux faire entendre la voix de la Chine, l'interprétation des relations internationales par la Chine. CGTN va connaître une très grande évolution en 2016, avec un CGTN, avant c'était CCTV9, et pour se démarquer de Xinhua notamment, qui a gardé des caractéristiques qui sont très liées à la propagande communiste un peu classique, un peu maoïste, disons, CGTN va essayer d'adopter des formes discursives, une maquette aussi beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, et va aussi travailler sur des supports médiatiques extrêmement variés. De la vidéo, bien sûr, courte, longue, de la BD, du dessin humoristique, des formats d'investigation. Ils vont faire preuve d'innovation vraiment intéressante sur lesquelles j'aimerais m'arrêter un petit peu aujourd'hui. Alors, à savoir que certains de ces médias, dont CGTN, ont été regroupés, je ne m'étends pas là-dessus, ce n'est pas important, dans le China Media Group, qu'on appelle aussi parfois Voice of China, et qui est directement rattaché au département de la propagande. Alors, venons-en à ces formes discursives innovantes ou novatrices. D'abord, les médias chinois innovent par l'utilisation de la forme narrative. Et donc là, je reviens à ce que disait Maxime au début. Cessons de parler de narratif, non pas parce que c'est un anglicisme, mais parce que, pour les raisons que Maxime a évoquées, et pour une autre, c'est que quand on parle de narratif, en général, c'est comme synonyme à la fois de récit et de discours. Et donc, on ne peut plus faire la différence entre ce qui relève du discours et ce qui relève du récit. Et si on ne peut pas faire ça, on ne va pas pouvoir remarquer quel est l'intérêt d'utiliser une forme narrative pour ce type d'acteur d'influence informationnelle. Et là, c'est intéressant parce que justement, CGTN développe ces formes narratives, donc des formes qui permettent, c'est un dispositif en quelque sorte, narratif, qui va permettre de présenter des faits de manière beaucoup plus... sachant qu'un récit n'est pas forcément fictionnel.
il y a des récits factuels. Et c'est exactement ce que fait CGTN. Elle produit des récits factuels, mais qui sont imagés, beaucoup plus séduisants, qui vont beaucoup plus facilement permettre de mobiliser le pathos et qui donc vont produire des effets beaucoup plus forts qu'un discours classique qui tentera de s'appuyer sur le logos. Autre forme innovante, c'est l'usage de la satire, qui se développe aussi très rapidement dans les produits de CGTN. L'intérêt de la satire, c'est que ça permet de s'appuyer sur des valeurs morales, esthétiques, intellectuelles, pour exprimer un jugement qui prendra en général la forme d'une réprobation. Et tout l'intérêt de la satire, c'est que ça permet à la Chine, donc à CGTN et donc à la Chine à travers elle, de se positionner, d'adopter une posture vertueuse, de celle qui dénonce les défaillances, les turpitudes des autres, et en particulier des États-Unis. Cette satire, elle peut prendre différentes formes, par exemple l'utilisation de contes populaires, ou le détournement plutôt de contes populaires occidentaux, comme celui du loup et l'agneau, que l'on doit à Ésope avant La Fontaine. L'utilisation aussi, si j'arrive à avancer, de la caricature. Caricature qui peut prendre d'ailleurs plusieurs formes, notamment de petits récits vidéo, sous la forme de dessins animés, comme peut le faire d'ailleurs la Russie également, et qui souvent s'attaque à des symboles forts, comme là la figure de l'oncle Sam, qui est présenté comme un manipulateur qui ne respecte jamais les règles. Et puis ça peut prendre aussi la forme de l'instrumentalisation d'un art de propagande, comme à la grande époque maoïste, mais dans des formes esthétiques profondément renouvelées. Et là, je vous montre quelques images, quelques œuvres d'un artiste chinois qui se présente lui-même comme un artiste loup guerrier, Wu Hechilin. Donc là, qui dénonce le rejet en mer des eaux usées de Fukushima. Donc vous reconnaissez un samouraï avec une bombe nucléaire sur le dos et qui, bien sûr, rejette toutes ces eaux usées. Bon, c'est assez beau esthétiquement, mais c'est effrayant aussi et très manipulatoire. Là, c'est une autre œuvre qui dénonçait les tentatives de fomenter un coup d'État à Hong Kong pendant les mobilisations étudiantes. Vous vous souvenez, en 2019-2020, pour les Chinois, la CIA est derrière ces mobilisations. L'exploitation aussi de la mort de George Floyd aux États-Unis, avec une tentative permanente d'essayer d'accroître les dissensus, les tensions entre les pro-police et les pro-Black Lives Matter. Et puis celle-ci, qui est d'un autre artiste que j'aime beaucoup, qui est une dénonciation du G7. Alors je ne m'attarderai pas trop dessus, mais cette œuvre est pleine de symboles. On pourrait passer beaucoup de temps à l'étudier. Mais regardez, vous voyez le renard japonais. Oui, exact. Le renard japonais qui verse une eau verdâtre, qui est en fait de l'eau contaminée par Fukushima. Vous voyez les États-Unis qui fabriquent des billets à partir de papier toilette. La Grande-Bretagne divisée, vous voyez. La France perdue dans ses pensées, mais jamais concrète. Le Canada qui a arrêté Meng Wanzhou, la fille du patron de Huawei, et qui, vous voyez, la cache dans sa tunique. Le gâteau chinois, bien sûr, référence explicite au siècle de l'humiliation, qui va être découpé par le G7. Puis Taïwan qui essaye de se mêler aux vainqueurs, etc. etc. C'est très intéressant, et on voit bien là tout l'intérêt en termes d'influence de ces formes, ces innovations discursives. J'en viens maintenant. Il faut m'arrêter si je parle trop longtemps. Mais... Non, mais tu as encore 2 minutes. Ouais, 2 minutes, ok. Un peu plus parce que je suis obligé de parler lentement. Mais c'est 2 minutes compris avec le lentement. Ok, alors, très vite alors. Une des formes d'innovation très intéressante, c'est une émission qui s'appelle Facts Tell sur CGTN, et qui est un détournement d'un genre qu'on connaît bien en Occident, qui est celui du fact-checking. Okay, fact-checking retourné contre l'Occident, en particulier les États-Unis. Alors bon, j'avais prévu de détailler, voilà. Donc quelques exemples d'émissions.
Et il y en a une en particulier qui est très intéressante, US Mirage Press Freedom. Et c'est très intéressant la structuration de l'émission. C'est une émission assez courte, elle fait 13 minutes. Et donc elle commence par une interview de John Stockwell, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un ancien case officer, comme on dit, donc un agent traitant, un officier traitant de la CIA, et qui a démissionné dans les années 70 et dénoncé les opérations de manipulation de la presse par la CIA, notamment à travers d'une opération qu'on a appelée Mockingbirds, et qui avait impliqué à peu près 400 journalistes, américains comme étrangers. Et c'est très intéressant parce que l'émission commence par un extrait d'une vidéo de John Stockwell dans laquelle il explique les manipulations de la presse par la CIA, mais sans contextualisation. Donc on ne sait pas qui parle, on ne sait pas en quelle année on se situe, et donc ça a un double effet. D'abord de décentrement du regard, parce que, un peu comme Montesquieu dans les lettres persanes qui faisait parler des Persans pour critiquer la France, les Chinois prennent des Américains pour critiquer les États-Unis. Comme ça, la critique est objective, elle est neutre, et la Chine n'est pas directement impliquée. Et puis, il y a un effet de désorientation par l'absence de contexte qui laisse penser que ces activités existent toujours. Et c'est le cœur de tout ce reportage. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur la totalité des éléments, mais c'est extrêmement riche. Je vous encourage à jeter un œil à cette émission. Alors, ils instrumentalisent le slogan du Washington Post, « Democracy dies in darkness ». Et toute la démonstration vise à montrer que, en fait, c'est la CIA, les services américains qui créent cette opacité, ce noir dans lequel la démocratie, personnification d'une valeur morale, politique, et le peuple américain sont plongés par les actions des services de renseignement américains. Tout ça pour nous amener où ? À l'idée que c'est un syllogisme parfait, les services américains ont manipulé la presse. Si les services américains augmentent leurs moyens pour travailler sur la Chine, et là ils citent le Mission Center dédié à la Chine au sein de la CIA, alors c'est que plus de moyens sont consacrés à la manipulation de la presse contre la Chine. Et là on nous présente le cas du Xinjiang, le cas du Tibet, de Taïwan, etc. Et donc la démonstration est faite que la CIA manipule la presse contre la Chine, qui est devenue l'ennemi, le premier ennemi des États-Unis. Alors, bien sûr, il faudrait évaluer l'efficacité de tous ces procédés, de toutes ces innovations discursives. Mais on voit en tout cas une chose, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à un acteur de premier plan, capable d'une très grande plasticité à la fois discursive et dans les genres utilisés, et avec lequel il faudra compter à l'avenir. Merci. Merci infiniment, Paul. Alors, je ne doute pas que nous aurons l'occasion, dans le débat et les questions-réponses, de revenir sur la question des effets et de comment on les mesure, puisque c'est la question problématique dans les études sur les luttes informationnelles. Mais tout de suite, on a parlé de stratégie informationnelle plastique qui pouvait s'inviter dans le débat public des démocraties et qui vise des actions subversives, une compétition des récits entre la Chine et les États-Unis. Mais là où finalement les luttes informationnelles atteignent leur paroxysme, c'est en temps de conflit. Maxime Audinet en a dit un mot en évoquant l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a un autre conflit depuis le 7 octobre qui nous préoccupe, où la guerre des récits fait particulièrement rage. Et dans le cadre de ce conflit, les lignes de crête et les lignes rouges en matière d'usage des outils informationnels sont particulièrement fines, ce qui pose aussi des questions sur ce qu'on appelle la communication stratégique. Et je crois, Amélie Ferré, que vous avez envie de nous en dire un mot et que nous aurons 1000 questions à vous poser après votre exposé. Je vous cède la parole pour pas plus de 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, alors
Alors donc du coup, moi j'aimerais vous parler donc de la guerre des récits, puisque je suis complètement d'accord avec le fait qu'il ne faut pas utiliser le terme de narratif, mais que le terme de récit est beaucoup plus approprié dans le cadre de la guerre Israël-Hamas. Alors simplement quelques mots pour planter le décor de ma réflexion. On a beaucoup dit avec l'Ukraine qu'on était rentré dans un nouveau cycle géopolitique avec une guerre haute intensité ou une guerre à parité. Que du coup, voilà, il y a toute une controverse sur est-ce que c'est un type de guerre qui signe le basculement vers un nouveau monde, ou est-ce que c'est plutôt une guerre, la fin d'un cycle, et c'est une guerre comme on n'en verra plus. Je trouve que c'est intéressant de comparer Israël-Hamas avec la guerre en Ukraine, parce que, en tout cas, sur ces deux conflits, ce qu'on voit, c'est vraiment la conjonction de autrefois deux sphères qui étaient séparées, c'est-à-dire la Stratcom, donc la communication stratégique qui est faite par les armées pour diffuser un certain nombre de messages, et la communication opérationnelle qui est faite par les unités qui sont déployées sur le terrain en temps d'opération. Et donc là, on a vraiment un écrasement de ces deux niveaux, on va dire, de communication qui est lié en fait à un changement de l'environnement informationnel dans lequel on conduit des opérations militaires aujourd'hui, qui est principalement le fait que tout le monde a un téléphone portable, que ce soit les civils lorsqu'on opère dans des zones civiles, ou que ce soit les soldats qui utilisent leur téléphone portable, soit pour parler avec leur famille, soit prendre des vidéos qu'ils postent ensuite sur les réseaux sociaux, ce qui pose un certain nombre de problèmes en termes électromagnétiques, et de repérage en fait des positions, mais qui pose aussi le problème de comment on contrôle du coup les récits qui sont faits d'une opération en cours. Voilà, donc ça c'était pour poser un peu le décor, avec aussi l'idée quand même que Israël-Palestine et Israël-Hamas plutôt, c'est une guerre spécifique, dans le sens où on a vraiment deux narrations sur le jus ad bellum, c'est-à-dire le droit d'utiliser la force, avec deux légitimités complètement différentes, puisque d'un côté, Israël pousse l'idée qu'Israël a le droit de se défendre, et de l'autre, le Hamas pousse l'idée que les Palestiniens ont le droit d'utiliser la force armée, et que le Hamas est le représentant des Palestiniens. Voilà le décor. Alors, j'ai essayé de diviser mon propos en deux séquences. D'abord, la séquence 7 octobre, et ensuite la séquence Glaive de fer, donc l'opération qui a été menée par Israël à la suite du 7 octobre. Alors, le 7 octobre, ce qui est intéressant, d'abord pour le Hamas, c'est qu'on a tout de suite une communication assez fournie par Abu Obaïda, qui est donc le porte-parole des brigades Izz-e-Din al-Qassam, qui est donc la branche armée du Hamas, via des chaînes Telegram. Et ce qu'on peut noter, c'est que cette communication, elle est importante à la fois en termes de qualité de l'image, avec un soin assez poussé donc, sur ça, mais aussi par la quantité de la prise de parole, avec vraiment cette idée que en fait le Hamas avait un récit qui était préconçu, et que plus on diffuse, plus on cadre le débat, et plus on domine justement cette guerre de récit. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a assez rapidement la question du respect du droit, avec le Hamas qui se pose comme respectant le droit de la guerre, et donc qui nie toutes les victimes civiles qui pourtant sont documentées à la suite du 7 octobre. Alors eux, ce qu'ils expliquent, c'est que
que déjà, en fait, il y a eu les victimes sont liées à Israël. Donc là, on retrouve cette idée d'inversion accusatoire, puisqu'ils expliquent que en fait, les civils n'ont pas été tués par le Hamas, mais ont été tués par Israël dans le cadre de ce qu'ils appellent la procédure Hannibal, qui est en fait une directive, mais qui n'est pas attestée de la part de l'armée israélienne, qui dit qu'en cas de prise d'otage, il faut utiliser toute la force nécessaire pour mettre fin à la prise d'otage, et ce qui a été présenté par le Hamas comme en gros Israël qui tue ses propres otages pour éviter qu'ils tombent aux mains du Hamas. Donc voilà ce qu'ils disent, et ils disent également qu'il n'y a pas de civils en Israël, puisque c'est un pays où il y a une conscription militaire, c'est-à-dire que les jeunes de 18 à 21 ans ou de 18 à 20 ans, ça dépend si c'est des filles ou des garçons, vont au service militaire. Donc voilà ce que dit le Hamas. Et ce qui est important, c'est que ce discours-là, il a été repris notamment par des influenceurs sur Twitter et donc ce qui a donné une visibilité très importante au Hamas. Il faut savoir que sur Twitter, donc 74% des fausses informations viennent de comptes qui sont certifiés, donc qui ont la petite pastille bleue. Du coup, voilà, ça pose la question de la réaction et de la modération de ces comptes Twitter dans cette guerre. Par ailleurs, je précise également que la question de la modération aussi des chaînes Telegram s'est posée. La chaîne, par exemple, Telegram des brigades Izzeddine Al-Qassam, qui a été du coup très suivie depuis le 7 octobre, est maintenant inaccessible en France, mais elle l'a été quand même pendant assez longtemps. Donc, ce qui pose aussi la question de la réactivité face à ces outils d'information, puisque évidemment le Hamas n'aurait pas du tout eu la même visibilité s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, puisque les journalistes de médias, on va dire, institutionnels sont eux formés pour gérer la désinformation. Donc là, les réseaux sociaux, ça permet en fait à des groupes armés tels que le Hamas d'avoir un canal direct avec des audiences par-delà les continents, ce qui est un point important. Alors, pour Israël, à la suite du 7 octobre, il y a eu plusieurs points qui ont été mis en avant. Évidemment, Israël a essayé de contrer la négation des attaques qui avaient eu lieu sur les réseaux sociaux, notamment, par exemple, en faisant des vidéos qui ont été diffusées sur des applications ou sur des jeux comme Angry Birds ou YouTube, avec des clips vidéo où donc on voyait par exemple sur Angry Birds un fond avec des couleurs très enfantines, rose, bleu, et le texte suivant: le Hamas, vicieuse organisation terroriste, a assassiné plus de 3000 civils. Hamas égale ISIS, soyez du côté d'Israël. Et ça, c'est donc ça a été quand même assez coûteux. Donc ça aurait coûté a priori 7,1 millions de dollars pour mettre en œuvre cette campagne. Et ce qui est intéressant ici, c'est le côté, est-ce que ça a marché ou pas? C'est-à-dire que l'idée, c'était donc de montrer aux audiences européennes la violence de ces attaques en superposant à ces messages des images qui provenaient justement de ces attaques avec des images des victimes. Mais en même temps, la comparaison donc, entre Hamas et ISIS visait aussi à fédérer les Européens qui
qui eux-mêmes étaient en prise à Daesh et qui ont mené des actions militaires, comme vous le savez, dans le cadre de la coalition contre Daesh. Mais en même temps, ça a aussi eu un effet négatif, puisque d'une part, certains publics jeunes étaient du coup exposés à ces images, puisque c'était sur des jeux qui sont utilisés par différentes audiences, et également parce que donc l'idée les chercheurs qui travaillent sur ces organisations ont montré qu'il y avait une différence entre Hamas et Daesh dans à la fois la nature de l'organisation et les moyens utilisés. Donc ça a été un premier. Enfin, je pense qu'il y a déjà. J'ai que 2 minutes. Voilà. Ok. Il y a déjà une controverse sur ça. Alors, donc très rapidement sur l'opération Glaive de fer. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est comment le Hamas a fait sa communication. Donc eux, ils ont axé sur 2 points, à mon sens. Premièrement, sur, encore une fois, le Hamas, un acteur qui respecte le droit international et qui traite bien les otages. Donc ils ont fait des vidéos, en fait, des otages dans lesquels les otages critiquent Netanyahou, toujours dans cette inversion accusatoire, du coup, attaquant Netanyahou et en le tenant pour responsable du fait qu'ils étaient détenus par le Hamas. Donc, on mesure quand même l'ironie, si je puis dire, de la situation. Et par ailleurs, ils ont également donné des calmants aux otages qu'ils ont libérés, de manière à ce qu'il y ait sur les photos et sur les images qui ont été filmées lors de la libération d'une partie des otages qui ont été remis donc à la Croix-Rouge, des otages qui sont souriants et qui attestent des bons traitements du Hamas. Deuxièmement, il y a eu le deuxième récit qui a été porté par le Hamas, c'est celui du courage, de l'audace de ses forces, notamment en relayant donc des vidéos où on voit par exemple des combattants qui s'approchent donc à découvert près des chars israéliens et qui vont mettre des charges explosives directement sur les chars, avec toute cette, je ne sais pas si vous avez vu, mais toute cette question du triangle rouge. Donc ils ont diffusé des vidéos où on identifie les cibles israéliennes avec des petits triangles rouges, et Tsahal a ensuite répondu en faisant les mêmes vidéos avec des petits triangles bleus. Donc c'est là aussi c'est intéressant en termes de récit. Je passe très rapidement. Simplement, ce que j'aimerais dire pour conclure, à mon sens, c'est les enseignements pour la France. Alors, moi, je vois plusieurs enseignements. Premièrement, la question des contre-discours, c'est-à-dire comment on fait quand on est dans une opération pour planifier un certain nombre d'argumentaires et pour ensuite les diffuser de manière extrêmement réactive. Parce que ce qu'on voit dans la guerre Hamas-Israël, c'est que la réactivité, elle est décisive. Je prends simplement un exemple qui est la question de la frappe sur l'hôpital Al-Ali, qui a eu lieu donc le 17 octobre, où une frappe sur l'hôpital. Le Hamas dit voilà, Israël a fait une frappe et il y a eu 300 morts civils. Du coup, c'est une information qui a été reprise par les journaux par les journaux internationaux, jusqu'à ce qu'il y ait finalement un démenti. Enfin, l'armée israélienne a tout de suite fait un démenti, mais l'armée israélienne en fait a perdu en crédibilité. Ça, c'est aussi très important auprès des journalistes internationaux, parce qu'il y a eu des cas de désinformation, donc ce qui montre aussi que pour des armées démocratiques, il faut faire très attention à ne pas se décrédibiliser et donc à rester très prudent dans sa communication, il me semble. Et donc finalement, il y a eu tout un travail qui a été fait à partir des photos disponibles, notamment si les voitures avaient été soufflées ou brûlées sur les trajectoires qui ont été faites par des gens qui font de l'OSINT, donc de l'information
d'information, enfin du renseignement plutôt en source ouverte. Et bon, finalement, ils ont montré que c'était probablement une roquette du djihad islamique qui s'était abattue sur le parking de l'hôpital. Mais pendant 4 jours, vous avez, comme titre de presse, Israël a visé un hôpital. Donc, en fait, on voit que là, le facteur temporel, il est extrêmement décisif. Le dernier point que je voulais rappeler, et après j'arrête, c'est la question de la communication devant des cours de justice. Parce que là, on a vu aussi un changement important. Donc, comme vous le savez, il y a eu une saisie de la Cour internationale de justice, qui est donc l'organe de justice des Nations Unies, à l'initiative de l'Afrique du Sud pour la rupture de la Convention contre le génocide. Et Israël, qui avant avait choisi de ne pas aller devant les cours internationales de justice, là, a décidé d'y aller et donc d'utiliser la Cour internationale de justice aussi comme une plateforme pour produire son narratif, enfin son récit, pardon, et justifier légalement ses actions. Et ça me paraît assez important, d'autant que parallèlement, il y a quand même une enquête de la Cour pénale internationale, cette fois, qui donc n'est pas celle des Nations Unies, mais qui est un organe qui est géré par les États qui sont signataires au traité de Rome, une cour qui a tout le temps été délégitimée par Israël, alors que le Hamas, très intelligemment, a publié un document fin janvier qui s'appelle Our Narrative, notre récit, en arabe et en anglais. Et dans ce document, ils produisent en fait leur interprétation de ce qui s'est passé le 7 octobre et ils reconnaissent la légitimité de la Cour pénale internationale en disant nous, on n'a rien à craindre et donc on attend d'être jugé par la Cour pénale internationale. Donc là, il y a eu un changement de portage pour Israël qui me semble intéressant à suivre pour nous également. Voilà. Merci beaucoup, Amélie Ferré. Alors finalement, juste 3 phrases de propos conclusifs pour lancer le débat. Merci Amélie d'avoir porté finalement l'attention sur comment réagissent les démocraties occidentales face à de telles guerres des récits, dans le cas que vous évoquiez, et confronter aussi les démocraties occidentales qui sont confrontées à une politisation de plus en plus accrue, donc de ces enjeux liés aux luttes informationnelles, à la désinformation et aux manipulations de l'information. Donc particulièrement dans le cadre du conflit en Ukraine et du conflit au Proche-Orient actuellement, mais pas seulement. La question qui se pose, c'est une question pour le débat public. Quelle politique publique à mettre en œuvre ? Est-ce qu'il faut parler de contre-mesures ? Et je le dis à dessein parce que le sous-texte des contre-mesures, c'est les countermeasures qu'on a à l'esprit et qui sont donc issus plutôt d'une rivalité américano-soviétique, donc des années 80. Parle-t-on de contre-récits ? Je crois que vous avez évoqué aussi cette question, Amélie, dans votre propos. Et finalement, la question qui se pose, c'est la capacité de résilience des sociétés démocratiques face à la plasticité des opérations d'information, des stratégies informationnelles que vous avez décrites les uns et les autres. Donc je laisse ces questions en suspens et j'ouvre peut-être tout de suite le débat. J'imagine que les uns et les autres, vous réagirez aux propos que vous avez tous les 3 tenus, mais je ne voudrais pas frustrer notre auditoire. Nous avons 30 minutes et je ne sais même pas si ce sera suffisant, tellement nous sommes bavards et je pense que ce sont des questions qui nous préoccupent tous. Donc on va peut-être procéder de la manière suivante. Je vais prendre les questions par 3 que vous pouvez adresser donc à nos 3 intervenants. Alors monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez l'amabilité de dire en quelques mots qui vous êtes, et puis comme ça je passe votre question. Oui, bonjour, merci et bravo aux orateurs. Je m'appelle Michel Makinski, je suis chercheur associé à 2 petits think tanks, l'IPSE et l'IEGA. Bravo à Amélie Ferré, j'ai 2 questions pour vous. La première, que pensez-vous du rôle dans le conflit Israël-Palestine de 2 médias, côté palestinien de Al Jazeera
Et 2, côté français, il faut le dire, il s'agit de la chaîne I24 qui est la possession de Patrick Drahi, lequel d'ailleurs Patrick Drahi possède depuis peu l'Express et possède également Libération à la tête de Quotidien, dont il est intéressant de préciser que son rédacteur en chef est un ancien du Mossad, ce qui est quand même une particularité intéressante. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Deuxième question, nous allons travailler sur le discours et les références idéologiques d'une part du Hamas et d'autre part côté Israël. Et la question que je voulais vous poser est la suivante. On a vu réapparaître après l'attaque du 7 octobre la résurgence dans le discours du Hamas finalement des thèmes de la charte initiale alors qu'elle avait été supposée amendée en 2017. Et donc, il y a un hiatus dans le discours du Hamas qui a essayé de se faire croire à un moment donné qu'il devenait, entre guillemets, fréquentable. Et là, de façon parfaitement avouée, plusieurs responsables ont dit, en fait, c'est la disparition d'Israël et des Juifs avec. Côté israélien, je voulais avoir votre avis sur les mélanges de discours israéliens selon les responsables, Netanyahou, le ministre de la Défense, etc., le ministère des Renseignements, sur le sort promis non seulement au Hamas, ce qui n'est pas le plus gênant, mais y compris la population palestinienne. Avec, par exemple, dans le discours du 28 octobre de Netanyahou, la référence à Amalek, etc., etc. Je voulais avoir votre perception là-dessus. Merci. Merci, monsieur. Alors, on va prendre une deuxième question et puis Amélie Ferré vous répondra après. On va en prendre 3 puisque c'est la règle que j'avais posée. Allez-y, je vous en prie. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, dans l'ordre de priorité, on va... Madame. Merci. Merci pour ce très beau panel. Je voulais... pardon, excusez-moi. Anaïs Marin, chercheur associée à Chatham House. En écoutant Maxime, en fait, ça me rappelait beaucoup ce qu'on m'a étudié en soviétologie, malgré tout. Et je me demandais si aujourd'hui, la Russie et peut-être la Chine d'ailleurs utilisent par exemple des forats comme le mouvement des non-alignés ou les BRICS par exemple, puisque comme on sait quand on étudie les politiques étrangères des régimes autoritaires, il y a quand même toute une dimension de coalition building qui est assez importante. Et comment est-ce que ça s'articule donc dans vos recherches? Est-ce que vous avez repéré des choses intéressantes à partager avec nous? Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, monsieur, à vous. Oui, Johan Michel de l'IUSD. C'est une question en fait qui vient de mon voisin de gauche de la DGAP et que j'ai trouvé bien, donc je la pose. Merci, Johan. Maxime, dans ton graphe qui montre les occurrences de certains termes dans la Deutsche Welle et RT, est-ce que tu as testé ça dans d'autres chaînes russes pour voir quand tel et tel récit ou discours apparaissent dans le reste en fait de la sphère médiatique russe? Merci. Alors, merci beaucoup. On va répondre déjà à ce premier volet de questions. Ça en fait 3. Et puis ensuite, on en prendra d'autres. Je vous demanderai d'essayer, malgré la richesse des questions, de concentrer vos réponses pour qu'on puisse permettre à tout le monde de s'exprimer et de poser ces questions et de répondre surtout. Alors, Amélie. Oui, merci beaucoup. Bon, évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire et je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Donc, ça me permet de revenir sur certains points. Alors, donc, d'abord, Al Jazeera. Donc, ce qui est très important aussi, à mon sens, du point de vue, encore une fois, opérationnel, c'est qu'il y a eu quand même des tentatives de blackout de la part de Tsahal lors de l'opération Glaive de Fer, c'est-à-dire de fermer en fait les communications émanant de la bande de Gaza, de manière à limiter le flot d'images de civils, de morts de civils, qui évidemment était un problème pour l'opération Glaive de Fer. Donc il y a eu plusieurs séquences avec notamment donc ils ont coupé en fait l'opérateur palestinien qui permet les communications et il y a eu tout un débat sur la présence de journalistes étrangers ou non, sans compter le débat d'ailleurs sur est-ce que les journalistes ont été ciblés intentionnellement ou pas, que je laisse de côté. Les seuls journalistes qui étaient présents, qui étaient des journalistes étrangers,
mais parfois c'était en fait des Gazaouis qui travaillent pour des journaux étrangers, c'était Al Jazeera. Donc en fait, Al Jazeera a été extrêmement mobilisés sur le traitement du conflit, l'opération Glaive de Fer. Et en fait, c'est vraiment quasiment les seuls qui ont continué à alimenter le discours, plutôt l'information depuis la chaîne, depuis la bande de Gaza. Donc, ils ont eu un rôle tout à fait important. Et par ailleurs, ils sont aussi extrêmement... C'est aussi un vecteur d'influence de la part du Qatar. Et donc, ils ont une audience qui est extrêmement importante dans tout le monde arabe, mais aussi aux États-Unis, en Europe, etc. Pour I24, alors I24, c'est pour tout vous dire, c'est une chaîne que je connais bien, puisque moi-même, j'ai travaillé pour I24 quand j'étais en Israël. Et on avait demandé d'ailleurs à Patrick Drahi qu'est-ce que ça voulait dire le I, si c'était I de Israël ou si c'était le I de influence. Mais il n'avait pas répondu à la question. En tout cas, I24, moi, c'est ce que je pense personnellement, c'est que oui, c'est un média d'influence qui vise à défendre une ligne éditoriale qui est donc plutôt sur la promotion du récit israélien. Par ailleurs, I24, c'est une chaîne qui a été à la source d'une des grandes désinformations de ce conflit sur les 40 bébés décapités. Donc, puisque c'est une journaliste d'I24 qui a dit qu'il y avait quelqu'un qui lui avait dit, enfin un commandant qui lui avait dit qu'il avait vu 40 bébés décapités. Voilà. Et ça a été repris ensuite, comme on le sait. Voilà. Donc c'était juste pour ça. Sur simplement Amalek. Ce que j'aimerais noter, donc Amalek, c'est l'ennemi, donc c'est une référence religieuse, l'ennemi biblique du peuple juif. Donc ça a effectivement été cité. Enfin, Netanyahou a fait référence à Amalek pour parler du Hamas, et ces propos-là ont été utilisés lors des audiences à la Cour internationale de justice. Et donc, ça renvoie à la question de comment on fait pour verrouiller une communication quand on est une démocratie avec les dissensions politiques qu'on connaît en Israël, pour pas qu'il y ait une judiciarisation ensuite de ces opérations-là. Et Netanyahou aurait demandé en off justement à ses ministres en gros, la boucler pour éviter que leurs propos soient ensuite utilisés dans le cadre d'une procédure pour génocide, mais avec un succès limité. Donc c'est simplement ça, c'est important. D'ailleurs, en Ukraine, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises pour justement faire en sorte c'est la politique d'une seule voix, c'est-à-dire que le gouvernement ukrainien parle d'une seule voix sur le conflit, et ça, c'est un rétex important à faire. Et voilà, je termine par là. Merci beaucoup, Amélie. Maxime. Ça marche là? Oui, pardon. Oui, donc Anaïs, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, il y a une tentative aussi d'imposer ces récits dans ce type d'arène multilatérale, et les BRICS Plus en font partie d'ailleurs depuis très longtemps. Alors pas forcément le récit anticolonial, mais tout le récit sur la multipolarité, par exemple, est défendu très clairement par la Russie, y compris à travers des petites associations, des organisations dirigées par des personnes clés d'ailleurs. Je pense par exemple à Vyacheslav Nikonov qui a toujours poussé en fait ce type, comme en tant que presque technologue politique, de pousser en fait ce type de récit dans ces instances. Je pense aujourd'hui, même si la Russie n'en fait pas partie, à l'alliance des États sahéliens qui est en train de se former à travers plusieurs alliés de la Russie au Sahel, et où on sait que la Russie joue un certain rôle, et avec un cadrage notamment du discours qui, pour l'instant, j'ai pas du tout de source pour le montrer, mais on a très clairement cette convergence narrative dont je parlais tout à l'heure. Et
sur la question sur RT et les autres chaînes. Alors, moi, je l'ai fait pour, non pas pour le récit anticolonial, mais j'avais comparé à l'époque pour la question de l'utilisation du champ lexical du nazisme après le 24 février. Et très clairement, on voyait qu'il y avait le même phénomène sur des médias internes et sur des médias transnationaux comme RT, avec brutalement, après le 24 février, une percée de ce type de lexique dans l'espace médiatique, et notamment avec son association, une proximité sémantique avec le mot Ukraine, parce qu'évidemment il faut aussi le voir en ce sens-là. Et juste cette question me permet quand même et merci de me donner cette possibilité de mentionner le collectif justement qu'on vient de lancer avec un certain nombre de collègues qui s'appelle Coruscant, le collectif de recherche sur la Russie contemporaine pour l'analyse de ces nouvelles trajectoires, et dont un des aspects justement est la question de l'enquête numérique, et notamment l'analyse textuelle. Donc on travaille par exemple avec des ingénieurs de recherche sur les questions de développer une base pour travailler sur ce type de méthodologie, que ce soit sur des médias internationaux ou des médias transnationaux. On a par exemple un gros corpus avec l'agence RIA Novosti, dont des corpus russophones. Il y a évidemment la base Integrum, pour ceux qui s'intéressent aussi, qui est une énorme base de données russe qui collecte des médias internes, et où on peut en fait aussi développer ce type de méthodologie. Donc je vais peut-être le faire aussi sur ce récit-là. Merci infiniment. Maxime, je crois que Paul, vous aviez un point à ajouter sur la question précédente. Vous aviez posé la question des pratiques chinoises en la matière. Ils font exactement la même chose. Ce qu'on appelait pendant la guerre froide les organisations de front existent en Chine. Alors, les Chinois parlent de front uni, mais c'est à peu près la même chose. Et je vous donne juste un exemple. Il y a une association, une ONG qui s'appelle No Cold War, qui a été créée en fait par les Chinois, qui se présente comme indépendante, mais qui a été créée par les Chinois, qui n'est pas simplement du coup pénétrée, mais complètement manipulée par la Chine, qui réunit des activistes, des intellectuels, des professeurs d'université, et dont le leitmotiv est que ce sont les États-Unis qui sont en train de mettre en place une nouvelle guerre froide. La Chine est dans une posture bienveillante, elle veut commercer avec le monde et rien de plus. Et la guerre froide, la nouvelle guerre froide, c'est la construction des États-Unis. Voilà, ils ont un site internet, ils ont des comptes sur les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, jetez un œil. Merci beaucoup, Paul. Alors, nous avons le temps pour 3 nouvelles questions. On va commencer par vous, monsieur le général Courtois, madame aussi. Peut-être, non, on va commencer par vous parce que vous avez levé la main d'abord et vous avez déjà le micro. Donc, on va faire dans l'ordre inverse. Si vous voulez bien ramasser un petit peu vos questions, ça permettra à tout le monde aussi de pouvoir répondre et de poser d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos présentations. Je suis Paloma Feltre, chargée de coopération internationale à la CNRLT. J'ai simplement une question sur les perceptions de ces discours, que ce soit par les Chinois ou les Russes ou même sur le continent africain, des discours que vous avez mentionnés, parce que j'ai cette impression que souvent on prend la réception comme un bloc homogène dans ces pays, et que du coup on ne parle pas vraiment de peut-être les personnes qui dévalorisent cette parole officielle. Donc voilà le sens de ma question. Merci. Merci beaucoup. Peut-être le général Courtois et monsieur juste ensuite derrière. Merci beaucoup. Pardon. Alexis Koumotat. Est-ce que vos travaux permettent de distinguer ce qu'on appelait à une époque des idiots utiles, qui sont dans des sociétés démocratiques qui ont une certaine légitimité finalement, et qui d'ailleurs à un moment pourraient s'apercevoir qu'ils sont instrumentalisés et changer d'avis, et puis ceux qui sont directement des acteurs activés par des pouvoirs extérieurs. Merci beaucoup. Oui, moi je suis le général Courtois, donc chez Soprasteria. On monte, nous, un petit think tank dédié à la lutte informationnelle. Moi j'avais une question juste sur les contre-mesures. Est-ce que vous avez le sentiment que les contre-mesures, ça sert à quelque chose? Ou est-ce que finalement, une mauvaise nouvelle, une fois qu'elle a été prise en compte, trop tard?
Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est confronté quand même à des organisations qui sont anciennes, avec des structures qui ont été mises en place, comme vous l'avez dit, par la Russie soviétique ou par la Chine de 1949. Donc on a quand même un certain retard. Est-ce que finalement, vous n'avez pas le sentiment que la création d'un espèce de récit démocratique occidental ou français, en tout cas, c'est quand même une des solutions, ou est-ce qu'à vos yeux, c'est déjà dépassé? Merci infiniment. Alors, qui veut répondre donc dans l'ordre à la question donc des effets, des idiots utiles et des contre-mesures? Allez-y. C'est moi qui... Alors, Maxime, vas-y. Alors, sur votre question des perceptions, oui, c'est une très bonne question et qui, en fait, mérite de renverser un petit peu la perspective. Et on est en train de monter des projets de recherche, notamment pour étudier davantage cette question par des moyens pour l'instant qu'on n'a pas, c'est-à-dire notamment par des sondages, par des questions. Et sur le principe, je suis d'accord avec vous que il faut surtout pas, d'ailleurs de la même manière qu'il ne faut pas considérer les émetteurs comme un bloc homogène, les récepteurs ne le sont pas non plus. Et d'ailleurs, il faut aussi, c'est ce que j'essayais de signifier, et ça répondra peut-être à une autre question sur les contre-mesures, mais c'est de bien comprendre justement, en tout cas dans le cadre de la Russie évidemment, que ce récit anticolonial, il ne fonctionne et il ne marche que parce que précisément la Russie n'en est pas l'unique producteur, et qu'on sait bien, notamment lorsqu'on observe les pratiques russes en Afrique subsaharienne, que la Russie s'insère dans des écosystèmes beaucoup plus larges, qu'elle s'appuie sur des acteurs locaux qui justement ne sont pas des idiots utiles, puisque ce sont des gens qui consciemment, intentionnellement, je crois que la question de l'intentionnalité elle est extrêmement importante, vont choisir de coopérer avec des acteurs russes pour eux-mêmes défendre leurs propres intérêts, parce qu'ils voient un coup d'opportunité dans ce contexte-là. Alors parfois il y a des financements, on sait qu'Emi Seba a reçu 400 000 $ de Prigojine dans les Wagner Leaks, mais on sait bien aussi que par exemple si on prend juste cet acteur-là, que Kemi Seba a son propre agenda, a ses propres organisations, il a besoin aussi d'argent, il a besoin de promouvoir son corpus militant ou idéologique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais donc voilà pour cet aspect. Oui, donc j'ai en partie répondu à votre question, mais nous, en tout cas je parle de la Russie, on s'intéresse aussi à cette catégorie d'acteurs que j'appellerais les acteurs tiers étrangers qui participent en fait à la propagation d'un certain nombre de récits promus par la Russie, et qui est une catégorie aussi très complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais où on a plusieurs types d'acteurs, et vous avez des idiots utiles qui inconsciemment participent à la légitimation des positions russes, mais vous avez aussi des gens qui le font effectivement tout à fait consciemment, parfois avec d'ailleurs des liens financiers. Voilà, et je sais pas, je vous laisse peut-être la parole pour répondre aux autres, je ne veux pas monopoliser. J'ai juste ajouté un mot sur cette question des idiots utiles. Je pense qu'il faut avoir adopté une lecture un peu plus nuancée, dans le sens que effectivement il y a des gens qui peuvent coopérer avec la Russie, la Chine ou d'autres acteurs encore de manière inconsciente. Mais dans ceux qui est la plus grande partie, constitue la plus grande partie, dans ceux qui coopèrent de manière volontaire, il y a des niveaux de coopération extrêmement variables et des motivations qui sont extrêmement variables aussi. Il y a ceux qui peuvent prêter main forte à des acteurs chinois ponctuellement pour un événement en particulier, par exemple organiser une conférence ou quelque chose comme ça au profit d'un acteur d'influence étranger. Et puis ça s'arrête là. Et puis ceux qui sont dans des relations beaucoup plus poussées, systématisées. Voilà. Et pour les motivations, c'est pareil, Maxime le disait. Il y a parfois la motivation financière, mais il y a aussi parfois une motivation idéologique. Et dans le cas de la Chine, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si c'est pareil pour la Russie, mais on va avoir des gens qui vont identifier une espèce de convergence d'intérêts avec la Chine qui repose sur l'anti-américanisme. C'est-à-dire qu'ils n'adhèrent pas forcément au modèle chinois, ils s'en moquent à vrai dire, même la Chine peut sembler extrêmement loin, etc. Mais en revanche, sur l'anti-américanisme, il y a une convergence d'intérêts, donc ils sont prêts à aider certains acteurs chinois. Ça, on le note très clairement.
Si vous me permettez d'ajouter un point sur la question de l'idiot utile, Amélie Ferré évoquait le rôle des influenceurs qui, pour certains, dans nos sociétés démocratiques, jouent pour motivation première, non pas d'être corrompus par une puissance étrangère, mais simplement de générer du revenu en propageant des informations qui font le buzz. Ces informations, fussent-elles très politiques, sensibles, et je pense que les exemples que Amélie Ferré donnait sur le conflit Israël-Hamas en sont des excellents exemples, puisque entre le 7 octobre et la fin décembre 2023, on a vu pulluler des récits véhiculés par des influenceurs dans les espaces informationnels occidentaux, en Europe et aux États-Unis en particulier, des influenceurs qui n'ont pour habitude et pour motivation que de générer du revenu commercial. Donc finalement, on a un brouillage des lignes important. Et est-ce que c'est des idiots utiles ou justement pas utiles du tout? En tout cas, ils sont utiles à leur propre entreprise. Et ça, donc c'est des acteurs qui sont finalement très endogènes, qui ne sont même pas complètement politisés, par contre, qui sont peut-être à pro-gain et pas forcément à la corruption. Donc ça c'est encore une autre ligne. Et sur la question des contre-mesures, vous aviez un point peut-être à ajouter. On n'a pas parlé de l'exposition de ces récits, enfin, c'est ce que vous faites. Exposer ces récits, est-ce que savoir s'ils sont subversifs, c'est déjà un premier niveau dans les démocraties occidentales de pouvoir exposer. Après, tout dépend en fait finalement du régime dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un État centralisé ou pas? Et ça, c'est une question qui se pose parce que quand on veut mettre en œuvre des politiques publiques sur l'ensemble du territoire, la question de l'homogénéité et de la bonne coordination de ces politiques publiques se pose. Je travaille sur les États-Unis, je vois aussi ce qui se passe chez nos partenaires européens. Ce n'est pas toujours aisé quand on a un système fédéral, par exemple, de pouvoir mener des contre-mesures, des politiques publiques sur l'ensemble du territoire de manière homogène et de coordonner tous les acteurs qui doivent rentrer en ligne de compte. Je pense à l'éducation, par exemple, qui est sans doute un des premiers points. On a encore 6 minutes pour des questions. Alors, on va commencer au fond. Robin, Béatrice, Amélie, tu voulais ajouter un point après, peut-être? Oui, mais je dirais après. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire circuler, s'il vous plaît, le micro dans cette ligne, et puis on reviendra vers Béatrice Heuser. Oui. 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 Bonjour, je crois que c'est moi Bonjour, ceci est une question. Je suis l'attaché de colonel Díaz de Villegas, attaché de défense de l'Espagne. C'est une question un peu pour les trois. En parlant des audiences, c'est-à-dire on voit beaucoup les différences, les nouveautés dans certains domaines, par exemple le côté chinois. On voit les différences entre le Hamas et ce reach out. Et je pense que la guerre aussi, c'est une guerre pour la population neutre dans le reste du monde. Vous avez parlé aussi, dans le cas de la Russie, de ce récit de la Russie plus près du Grand Sud, c'est-à-dire du reste du monde. Donc, selon vous, quels sont, c'est pour les trois, ceux qui se sont mieux adaptés, leur message, leur façon d'arriver à ces populations que de temps en temps on oublie, parce que nous restons dans nos sociétés dans des boîtes de résonance. Peut-être il peut y avoir de droite, de gauche, mais ça reste une boîte de résonance. Et les messages se passent entre nous. On est tous d'accord avec ce qu'on est. Selon vous, quels sont ceux qui se sont mieux adaptés? Les Russes, les Chinois? Dans vos côtés, c'est un peu plus difficile, madame, mais bon, ça c'est la question. Merci. Alors, rapidement, une question. Elisa Schell, est-ce que vous pouvez ramasser en une question, s'il vous plaît? Avec grand plaisir, Maud Kessar. Elisa Schell, Université Paris-Nanterre. Une question sur le film des violences perpétrées par le Hamas après le 7 octobre. Est-ce que vous auriez des éléments d'analyse et de circulation de ce film? Je vous remercie. Merci beaucoup. La troisième, troisième et dernière question. Robin de Riclès, Béatrice Heuser, rapidement. Une minute. Chère Maud, chers intervenants, merci beaucoup de votre présentation. Robin de Riclès pour... Pardon, donc Robin de Riclès pour Open Diplomacy.
J'ai une question concernant les réseaux informationnels russes vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, où il m'a semblé au début qu'ils avaient une certaine distance par rapport à ce conflit et qui semblent avoir modifié ces derniers mois, où ils se sont un peu plus rapprochés en prenant position plus pro-Hamas. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Béatrice, vous aviez une dernière question. Et donc, 1 minute chacun. Merci beaucoup. Super panel. Question. On voit qu'il se chevauche l'entière Russie anticoloniale avec ce que font les Russes, avec les Chinois, avec ce que l'Hamas joue dessus. On est un peuple colonisé, réprimé. Comment est-ce que nous ne réussissons pas à faire comprendre que tout ce qui s'est passé en Europe depuis la Révolution française était anticolonial, les pensées de la Révolution française, la pensée des droits de l'homme, la Société des Nations, l'ONU, c'était tout des idées de l'émancipation des colonies et que c'était nous qui avons justement agi et qui avons créé un système international anticolonial et que ce sont en fait nous qui avons proposé ça. Et un peu dans le même sens, une toute petite critique parce que c'était vraiment un très bon panel. Pourquoi est-ce que les gens commencent avec le narrative américain quand c'était nous qui ont inventé, Pierre Nora, l'entière narration. Narrative, c'est le mot américain pour narration, parce qu'ils n'en avaient pas un autre. Commencez avec les sources, les récits, les sources françaises, tout ce soir. C'est pas que de l'Occident qu'il y a la lumière. Merci beaucoup. Alors, 1 minute chacun, et nous couperons parce que nous devons rendre la salle à 10h30. Il est 30. Ok, donc, bon, déjà, je reviens simplement sur les contre-mesures. Oui, ça sert, c'est absolument nécessaire. Et là, il faudrait en fait poser la question à des journalistes. Mais moi, je pense que, en tout cas, pour le conflit Israël-Hamas, on peut vraiment saluer le travail des journalistes qui a été de faire du fact-checking et que c'est voilà, c'est tout à fait décisif. Sur le film. Alors ça, c'est un point que j'ai pas abordé, mais que je voulais aborder. Simplement pour vous rappeler très rapidement que donc Israël a quand même une politique sur la diplomatie publique de hasbara, qui vient donc de l'hébreu lahasbir, qui veut dire expliquer. Bon, je vais pas vous refaire toute l'architecture institutionnelle, mais parce qu'en plus la ministre de la hasbara, elle a démissionné juste après le 7 octobre, et tout l'idée de la diplomatie publique a été reprise par en fait le Premier ministre en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les images à la fois des vidéos surveillance des terroristes avec leur bodycam, enfin donc avec leur caméra, et les images des victimes. Ils ont fait un film. Et d'ailleurs, ça a été fait sur initiative de quelqu'un qui était un réserviste de l'armée et qui avait des compétences cinématographiques. Et ce film a été diffusé à des audiences ciblées, ce qui revient d'ailleurs sur la question des audiences. Bon, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que c'est une bonne... Non, je vais rapidement. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou non? En tout cas, voilà, c'est une stratégie. Simplement, par comparaison, la France n'avait pas diffusé les images sur le Bataclan. Bon, voilà. Et justement, juste sur le côté colonial, voilà, moi, ce que je pense quand même, ce qu'on voit beaucoup, c'est la critique du double standard. Et en fait, je pense que les puissances occidentales sont complètement inaudibles pour dire que l'universalisme des Lumières, on a prôné l'égalité politique dans le cadre du libéralisme et on a fait la décolonisation. Ça, je pense que c'est un discours qui ne marche pas. Et je pense que par contre, quand l'Afrique du Sud se saisit du droit international et pousse la question du génocide, de l'apartheid, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Nouveau Monde, c'est justement ces pays-là qui sont le plus crédibles pour porter des messages qui autrefois étaient des messages, un idéal politique en tout cas de l'Occident. Voilà. Merci beaucoup Amélie. Paul, Maxime, 30 secondes de conclusion. Alors juste un mot pour dire oui que en effet l'une des batailles que mène la Chine, c'est exactement ce que vient de souligner Amélie, c'est que l'universalisme n'existe pas, que les valeurs occidentales, enfin les valeurs libérales,
la démocratie, les droits de l'homme, etc., sont des valeurs culturelles, culturellement situées. Ce sont des valeurs occidentales. Elles correspondent à l'histoire, à la trajectoire historique de l'Occident, pas de la Chine, pas du reste du monde. Et c'est une bataille qu'ils sont en train de gagner, malheureusement. Et nous ne faisons pas grand-chose pour y remédier. Nous ne sommes pas dans une position facile en même temps. Il y a au moins une chose qu'on pourrait essayer de rappeler, c'est que dans le cas de la Chine, comme dans le cas de la Russie, Maxime l'a dit tout à l'heure, on a affaire à des puissances coloniales. Encore aujourd'hui, ça ne fait pas partie de leur histoire. C'est en ce moment, la Chine a colonisé et continue de coloniser le Xinjiang, le Tibet. C'est des choses qu'on pourrait peut-être dire avec un peu plus de force. Et rapidement, oui, je rejoins, on l'a dit au début, tout à fait votre analyse sur la question de l'usage du mot récit et de toute la pensée française, de la French Theory, du structuralisme qui a été ensuite importé aux États-Unis. C'est pour ça qu'on peut tout à fait l'utiliser en toute pertinence. Et sur la question de l'adaptation, du coup, à laquelle on n'a pas répondu, oui, absolument. La Russie est un pays qui, d'ailleurs, historiquement, adapte énormément son message, ses récits, ses opérations en fonction des audiences qui vont être ciblées. Pour ne prendre qu'un seul exemple, celui du média d'État RT, à travers leur branche, on voit qu'on peut avoir des lignes éditoriales qui sont d'ailleurs complètement, enfin pas complètement, mais qui peuvent être contradictoires avec des messages très adaptés, une ligne très à gauche, bolivarienne, anti-américaine en Amérique latine, anticoloniale ou néocoloniale en Afrique, très conservatrice au sein de l'Union européenne. Et ça, et je termine sur ce sujet, on voit que, d'ailleurs c'est plus largement assez intéressant parce que c'est ce qui vient d'être dit, là où l'influence de la Russie vis-à-vis des audiences occidentales est beaucoup plus que ma collègue Marlène Laruelle avait appelé un soft power de niche, mais je dirais même avec une tentative, une influence qui est globalement très corrosive, négative, qui vise à affaiblir nos systèmes, mais qui en même temps essaie de cibler une frange spécifique du spectre politique ou de l'opinion, notamment à droite, à l'extrême droite. Ce qu'on voit se développer vis-à-vis de ce qu'on appelle parfois improprement le Sud global, que les Russes essaient d'appeler la majorité mondiale, ça c'est vraiment important, c'est justement pour le coup, on revient à une logique très de puissance d'attraction, de soft power, où il s'agit, et on l'oublie souvent, on pense que la Russie c'est que du négatif, du corrosif, mais vis-à-vis de ces pays-là, la Russie essaie d'être perçue comme justement à l'avant-garde de cette défense d'un monde multipolaire, défenseur des souverainetés. Merci infiniment Maxime, ça sera le mot de la fin et j'aimerais vous remercier chaleureusement les 3 intervenants mais aussi toute l'équipe de l'Acadème pour cette parfaite organisation. Merci de nous avoir laissé 5 minutes.